Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui je vous présente l'actu ludique du 6 octobre 2021. C'est ma fête! Alors, comme d'habitude, je vous présente qu'est-ce que j'ai joué depuis la dernière fois que je vous ai présenté un actu ludique. Une vidéo de l'actu ludique, c'est-à-dire le 27 juillet dernier, donc ça fait au moins 2 mois. Quand même beaucoup de jeux, j'en ai coupé un petit peu que je vous ai parlé souvent, donc j'ai une dizaine de jeux à vous parler, donc on y va sans plus tarder. Alors je voulais vous parler en premier lieu de Mercado de Lisboa. Jeu de 1-4 joueurs, 30 à 45 minutes, on parle une complexité d'autour de 2, c'est relativement simple comme jeu. Malgré qu'il y a une belle approche derrière ce jeu-là. C'est un jeu de Vital Lacerda, mais en fait, il a collaboré sur ce jeu-là. C'est Julian Pompo qui est l'auteur principal, parce qu'il a repris des mécaniques du jeu Lisboa dans la mécanique de construction de commerce. Donc, il y a ce principe-là qui est repris dans Mercado de Lisboa. Si on voit bien le plateau principal, là, on va dans le fond construire des commerces et on va, à ces commerces-là, on va mettre des petits restaurants, des stands qui vont augmenter la valeur de nos commerces et on va amener des clients dans chacune des rues horizontales et verticales et les clients vont demander certaines ressources, certains produits, donc des raisins, de la laitue, des tomates, du poulet, du poisson. Et lorsqu'on va placer ces clients-là, ça va nous générer des revenus, mais ça va aussi générer des revenus à nos adversaires si on plaçait des comptoirs, des commerces du type qui est recherché par les clients. Donc, un principe vraiment intéressant de grille. Lorsqu'on place un nouveau restaurant aussi, on va payer un coût selon combien pas un restaurant, un commerce, combien de commerce sur cette ligne-là, ça va augmenter la valeur de notre commerce, le coût à payer. Et les petits stands qu'on met, là, les restaurants, eux vont augmenter la valeur qui est très intéressant. On peut faire des petits combos en diagonale aussi qui sont très bien pensés. Le jeu dure à peu près 30-45 minutes et c'est vraiment ça, là, ça va vraiment vite comme jeu. C'est quand il y a à peu près plus d'espace là, pour placer des commerces. Je pense que c'est quand il reste 4 espaces de vide ou qu'il n'y a plus de clients, il reste 4 espaces de clients seulement à remplir. C'est là que ça termine. Et on fait le décompte de lui qui a le plus d'argent. L'argent est caché dans le jeu aussi, donc on n'a pas toujours, c'est pas toujours combien l'adversaire va avoir ou les adversaires vont avoir. J'ai joué autant à 3 joueurs, j'ai joué aussi à 2 joueurs, j'ai joué en solo. Je l'apprécie dans toutes ses facettes. C'est un jeu, je trouve, qui a passé un petit peu sur le radar. C'est sûr, c'est pas nécessairement qu'on voit Vital Lacerda sur une boîte, on se dit hey, ça va être un très gros jeu. Non, c'est vraiment un jeu simple parce qu'il a seulement collaboré sur ce jeu-là. Mais moi, je l'ai vraiment apprécié. Les challenges en solo sont le fun. Il y a plusieurs challenges qu'on peut faire dans le livret de règles pour tenter de faire atteindre un certain montant d'argent selon certaines conditions de vente, etc. Donc, des petits challenges vraiment très cool. Donc, Mercado de Lisboa. J'ai joué aussi à History Maker Golf que je vous ai présenté aussi, je pense au courant du mois d'août, peut-être avant, je me souviens plus, que je vous ai présenté en vidéo, jeu de simulation et un jeu de simulation très épique dans lequel on va avoir, dans le fond, on va faire un parcours de golf, on va simuler, la meilleure façon, je pense, de jouer, c'est de simuler un tournoi de golf, on va avoir 140 joueurs à l'entrée. Après ça, on va faire des premières coupures à la première ronde, première et deuxième ronde. On va diminuer de moitié le groupe. Et après ça, la troisième ronde, il y a encore là certains joueurs qui ont moins performé. Fait que là, on les verra pas dans la quatrième ronde, qui est comme les joueurs qui ont mieux performé, qui est comme les groupes finaux, les 6 derniers groupes. Et là, on va vraiment les jouer un par un. C'est de la simulation. Donc, on lance des dés. On a un livret peut-être qu'on va le trouver, un livret d'événements qui vont arriver et on va lire un peu cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe
On voit le History Maker Golf, le Game Action Book, là, selon le résultat des dés, des fois ça peut être le trou qui contrôle, ça va amener à peut-être aller dans le sable, aller dans l'herbe longue, aller dans l'eau. Donc ça amène des difficultés. On a aussi, quand c'est le joueur qui contrôle, ben, des fois, s'il y a certaines caractéristiques, ce joueur-là, ben, ça va l'amener à faire des meilleurs coups. Donc les joueurs qui ont eu des meilleures saisons, parce que c'est basé sur les statistiques des vrais joueurs, la saison 2019-2020 que moi j'ai. Et donc, c'est basé sur ces joueurs-là, leurs statistiques. Donc, plus sont meilleurs, plus de chances qu'ils réussissent à gagner des tournois. Donc, ça se rapproche de la réalité, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a moins bien performé va nécessairement être éliminé. Mais il va y avoir moins de joueurs de moins bonne qualité dans les tops à la fin d'un tournoi. Et ça représente bien la réalité, je trouve. Vraiment un jeu de simulation assez épique. On va à peu près 4 à 5 heures pour jouer un tournoi, mais on peut sauvegarder assez facilement. Puis on reprend, donc on fait je le fais souvent en plusieurs volets quand je fais une simulation. En quelques volets, je fais les 2 premières rondes, après ça je fais la 3e, je débute un peu la 4e, puis après ça je fais peut-être 2 autres parties pour terminer le tournoi. Vraiment très le fun. Très beau jeu de simulation, si vous aimez ça. Il est quand même dispendieux. Faut s'attendre à sortir notre portefeuille si on va avoir un petit peu plus de parcours, parce qu'il y en a juste 2 dans la boîte de base. Moi, j'en ai acheté 8 autres. Fait que ça m'a coûté quasiment 200$ à peu près là, pour avoir tout ce que j'avais. Mais j'en suis vraiment pas déçu, même si c'est pas des composantes de grande qualité. On achète beaucoup le travail qu'il y a derrière pour toutes les statistiques des joueurs. Donc, History Maker Golf. On voit un petit peu ici qu'après ça peut représenter la charte. C'est toujours 3D, donc c'est toujours des combinaisons de 3D, puis on met toujours dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, ça donne beaucoup de possibilités de choses qui vont arriver. Alors, c'était History Maker Golf. Je ne sais pas si j'ai mentionné ça dit 15 à 180 minutes, mais c'est plus 15 minutes parce que si on veut juste jouer un trou. Mais sinon, pour un tournoi, ben, c'est ça. C'est quelques heures. Et c'est pas vraiment un jeu. Je peux pas dire qu'il y a une complexité dans ce jeu-là, dans le sens que c'est vraiment un jeu de simulation. C'est le best, je pense, en solo aussi. Ça dit que vous pouvez jouer à plusieurs, mais ça me semble un petit peu spécial de jouer une simulation à plusieurs, vu que ça reste de la chance. Là. Le but, c'est de vivre l'événement, plus que de jouer un contre l'autre. Alors, History Maker Golf. Ensuite, j'ai joué à Unmatched Battle of Legend Volume 1, que d'ailleurs je vous ai présenté sur la chaîne avec Joe. On a joué à 2 joueurs, c'était son jeu, 20 à 40 minutes par partie, c'est très réaliste. On a joué 2 parties, une pour se pratiquer puis une pour le filmer. Complexité 1.9, c'est vrai que c'est pas très complexe en termes de jeu, on n'a pas énormément de décisions importantes, mais il faut quand même réfléchir au mouvement qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire comme attaque, la gestion de nos cartes, parce que c'est un jeu dans lequel, si je termine les infos, je m'égare tout le temps rapidement, c'est designé par Rob Daviau, et moi j'ai joué avec l'édition de... Je me souviens plus c'était qui l'édition, ça devait être Yellow, moi je pense que c'était Yellow. La version française. Si on va voir quelques images, donc c'est un jeu de combat, de duel. On peut jouer aussi à 4 joueurs là, en 2 équipes, si je me trompe pas. Où je pense qu'on joue quand même les 4 contre, mais je suis plus certain. Et on va avoir un plateau un peu dans ce style-là. On va avoir, il y a deux côtés au plateau, et on va avoir une main de carte, dans le fond, qu'on va reprendre des cartes. Il y a certaines actions qui vont nous faire piocher certaines cartes. Et notre deck aussi, notre nombre de points de vie. Donc, si on... pas notre nombre de points de vie, mais c'est un peu un timer aussi pour la fin de la partie. Si on n'a plus de cartes, ben là, on commence à prendre beaucoup de dégâts à chaque début de tour parce qu'on n'a plus de cartes à aller chercher. Et là, ça amène la partie à se terminer rapidement. C'est parce que souvent, quand on n'a plus de cartes, ben, nos points de vie aussi de notre joueur sont quand même rendus assez bas. Donc, de cette façon-là,
ça amène un peu de pression dans le jeu de pas seulement je vais piger plein de cartes puis je vais m'organiser avec après parce qu'on n'a pas de limite de ce qu'on peut avoir en main. Donc ça amène vraiment une belle complexité, pas une complexité, mais une belle approche dans le jeu de bien gérer ses main cartes. Les combats sont simples aussi à réaliser. Il y a un petit peu, on peut aussi un peu piéger l'adversaire. Donc c'est quand même le fun. On peut se défendre aussi. Fait que très bien pensé. On a aussi des petits acolytes qui nous aident. Très cool. Je sais qu'il y a plusieurs versions. Là. On entend quand même beaucoup parler, plusieurs boîtes différentes avec plein de personnages légendaires. Donc, très cool, Unmatch. J'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Ça m'intéressait pas nécessairement au départ, mais j'ai bien aimé l'expérience de Unmatch. Ensuite de ça, j'ai joué à Warp's Edge, d'ailleurs que je vous ai présenté également. En solo, 30 à 45 minutes par partie. C'est un jeu uniquement solo qui fait partie de la série des Solo Hero Series dont le défi de la reine faisait partie également, que j'ai un petit peu moins accroché, mais il faudrait que je ressorte. Je ne l'ai jamais présenté, je pense, puis je l'ai encore dans ma collection. C'est un jeu de Scott Helms. C'est Renegade Game Studio. Je pense que c'est Origame qui est la version française. Complexité moyenne, là, c'est pas très compliqué au niveau des actions, mais c'est un back building qui est bien pensé. J'aime bien les back building en général. On va aller chercher des petits jetons qu'on va mettre dans notre sac et on va piocher ces jetons-là au courant des rondes pour soit réussir à attaquer le vaisseau ennemi principal, le vaisseau mère, ou il y a plein de petits vaisseaux aussi qui eux vont nous faire des dommages, qu'il faut attaquer aussi, dépendant des vaisseaux mères qu'on attaque. Des fois, faut détruire tout ce qu'il y a, tout ce qui est les petits vaisseaux avant d'attaquer le vaisseau mère. Il y en a d'autres qu'on peut attaquer directement, mais c'est un peu à double tranchant parce qu'on peut se faire attaquer par les petits vaisseaux si on les bloque pas non plus. Il y a des jetons d'esquive, il y a des jetons d'attaque, il y a des jetons pour acheter aussi, des jetons pour se réparer parce que chaque petit vaisseau personnel va avoir ses caractéristiques, certains niveaux de bouclier, certains niveaux de vie. Une fois que notre bouclier est détruit, ben là, on prend beaucoup de dégâts, donc il faut faire vraiment attention à ça. Il y a des vaisseaux qui ont vraiment pas beaucoup de vie, mais ils ont beaucoup de boucliers qu'on peut restaurer. Donc, il y a toute une mécanique différente. Il y a des cartes spéciales aussi qu'on va avoir en notre possession qu'on peut activer à chaque manche de jeu, à chaque warp. Donc, un warp, c'est lorsqu'on n'a plus de jetons à piger, ben, on passe au warp suivant. Il y a certains vaisseaux, je me trompe pas, que s'ils sont détruits, au lieu de perdre, ben, on passe au warp suivant. Donc, ça peut être une autre stratégie. Je l'ai pas essayé encore, celui-là. Il y a aussi des jetons spéciaux avec des pouvoirs spéciaux assez puissants qu'on va utiliser. Il faut vraiment aller les chercher. Donc, il faut vraiment se construire un bon sac, un bon back building. Et on va aussi épurer ce sac-là pour éliminer les petits jetons de départ qui, des fois, sont un petit peu trop pas assez forts et on veut s'en débarrasser tout simplement. Pour avoir les meilleures piges possibles, parce qu'on pige toujours 5 jetons à chaque tour de jeu et donc ça nous limite un peu des fois. Il y a des jetons qui nous font piger, donc plein de choses super intéressantes. Warp's Edge, boîte super bien fait aussi, le petit insert qu'on fait juste sortir, c'est vraiment facile à mettre en place. Ça, c'est un gros plus pour ce jeu-là. Donc Warp's Edge, je pense que si vous êtes joueur solo, je pense pas que vous devez hésiter, même si c'est une thématique espace, peut-être que vous aimez moins ça. Moi, je suis moins dans cette thématique-là, mais j'ai trouvé le jeu vraiment le fun. Puis, je pense pas que j'ai fait encore mon avis parce que j'ai pas eu le temps encore de compléter un petit peu plus la campagne. Je voulais attendre de faire quelques parties de plus avant de vous en parler. C'était la même chose pour Under Falling Skies, que j'ai pas eu le temps non plus. Ce temps-ci, j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer, fait que c'est pour ça que sur 2 mois, j'ai pas des tonnes d'expérience non plus ludique. Je vais essayer de rejouer un petit peu plus prochainement, mais avec l'ouverture de la boutique, tout ça, ça prend un petit peu plus de temps. Et j'ai plein de jeux, je reçois plein de jeux, mais j'aimerais ça tous les essayer. Mais bon, on va retrouver le temps éventuellement, c'est certain. J'ai joué également à l'île des chats. Je pense que je vous en avais déjà parlé quand je l'avais reçu dans le temps des fêtes. J'avais fait des parties en solo, mais là j'ai joué à 4 joueurs
Expérience super le fun. J'ai joué avec mes parents. C'est ma mère qui m'avait offert le jeu, puis elle voulait vraiment l'essayer. Donc un petit peu plus tard, quasiment un an plus tard, 6 mois plus tard, on a réussi à y jouer. C'est un jeu de 60 à 90 minutes, complexité moyenne, donc c'est relativement simple, de 1 à 4 joueurs. Et c'est Frank West qui est le designer de ce jeu-là. Je pense l'édition française, c'était probablement Lucky Dog Games, si je me trompe pas. On peut aller voir ici rapidement. Ouais, Lucky Dog Games qui fait la version française de l'île des chats. Jeu de placement de tuiles. On va aller recruter des tuiles pour les placer sur notre plateau et faire des assemblages. On a des objectifs qu'on va... Il y a du draft aussi dans ce jeu-là. Du draft de cartes pour soit des cartes qui vont nous aider à aller capturer ou sauver des chats. Sauver des chats sur leur île. Il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher des trésors, qui sont des tuiles aussi. Des cartes qui vont nous permettre aussi d'avoir des objectifs à nous ou au public qui vont aussi générer des points. Et on va tenter de remplir aussi les zones de notre plateau parce que si on ne remplit pas certaines zones, ça nous donne des points négatifs. Il y a des rats à couvrir aussi. Il y a des familles de chats qu'on va faire le plus possible, des couleurs ensemble le plus possible. Donc on va se battre entre nous pour les différentes couleurs. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce jeu-là, mais qui est relativement simple, c'est le fun, c'est sympathique. On place nos petits chats, on essaie de faire le meilleur assemblage possible sur notre plateau. Le jeu roule bien. Ça a quand même été assez long la partie qu'on a fait là. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop de réflexion des fois. Je pense que ça a duré peut-être 2 heures, là, ce qui était un petit peu long pour ce jeu-là. Le temps d'expliquer aussi tout ça. C'est peut-être mon petit bémol, là, mais c'était une première partie. Des fois, ça peut être un petit peu plus long. Mais c'était peut-être mon petit bémol. Peut-être qu'il aurait pu être un petit peu plus court, un plateau, peut-être un bateau un petit peu plus petit. Puis je pense qu'on aurait eu quand même du plaisir aussi. Quoi qu'en solo, c'est pas une critique que j'avais du jeu, là. Je trouvais qu'il était quand même très bien fait. Donc, l'île des chats. Je sais qu'il y a une extension aussi qui existe que j'ai pas essayé. Donc, super sympathique comme jeu. Vous pouvez jouer autant en famille, en solo, à des joueurs même plus expérimentés parce qu'il y a une complexité malgré tout avec le placement de nos tuiles, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va voler aux autres joueurs aussi, les objectifs qui vont être publics, essayer de pas laisser aller quelqu'un trop. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'île des chats. J'ai joué aussi à Curious Cargo, jeu pour 2 joueurs uniquement, 30 à 60 minutes par partie, quoique je pense que notre partie qu'on a fait, la première, a duré plus longtemps que ça. Complexité quand même avancée, 3.18. Il y a beaucoup de casse-tête dans ce jeu-là, jeu de Ryan Courtney, qui nous avait aussi offert Pipeline, l'édition de Capstone Game, édition anglaise. Je pense pas qu'il y ait une version française pour Curious Cargo, non. Il n'y en a pas encore, je ne sais pas s'il va en avoir éventuellement. C'est un jeu de construction de réseau. Construction de réseau de conduits pour amener nos ressources vers du shipping. On va faire des envois de nos produits vers des camions et on va recevoir les produits de l'adversaire qui sont les mêmes produits pour éventuellement faire des points avec ça, faire des bonus aussi. Donc on va faire des réseaux de réception et d'envoi et plus on va faire de réseaux aussi, plus ça va nous donner des points à la fin. Et des points aussi pour les goods qu'on a reçus, les ressources qu'on a envoyées. C'est ce qu'on voit un peu sur les plateaux, les différents chiffres. Il y a des bonus pour compléter des colonnes. Et il y a un bon casse-tête. Et on peut terminer la partie de plusieurs façons. Dès qu'un joueur collecte une étoile, comme on voit, s'il a tout complété, il a tout reçu les ressources, s'il a fait, je me souviens plus, une dizaine de lignes
d'envoi de shipping, ça lui donne aussi, ça met fin à la partie, où on se rend lorsqu'il y a un certain nombre de ressources qui ont été envoyées, ça va terminer la partie. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut aussi placer les camions de livraison autant de notre côté que du côté de l'autre joueur, parce que dès que le camion sort du côté de notre plateau, dépasse la case 10, il s'en va vers l'autre joueur et il va se placer aussi de son côté pour recevoir décharger son camion. Donc, il y a toute une stratégie. On peut envoyer un camion vers l'autre joueur on sait que ça va arriver en ligne avec notre réseau, certaines ressources, donc on va pouvoir les avoir. Ici, on voit, c'est le côté complexe, qu'il y a 3 types de ressources. Côté simple, il y a seulement 2 types de ressources, donc ça simplifie le jeu. Je ne sais pas si... puis il y a plusieurs plateaux différents aussi, là, différentes configurations de départ, donc beaucoup d'options dans le jeu dès que vous avez la boîte, donc je pense qu'on ne se tanne pas rapidement. Ici, on voit la version plus simple avec seulement 2 types de ressources. Donc, sincèrement, j'ai été très, très surpris. Je ne m'attendais pas à ça dans une toute petite boîte. Si vous recherchez un jeu quand même assez complexe de construction de réseau comme ça, là, je pense que je vous le recommande. J'ai joué juste une partie pour l'instant, donc ça prend avec peut-être un petit grain de sel, mais ça m'a vraiment surpris. Ça a été mon coup de cœur, je ne me trompe pas, du mois d'août. Quoique je ne l'ai pas, oui, on est rendu en septembre. Je me semble que c'est lui que j'ai présenté. Je me souviens plus. Et donc, vraiment, ça m'a très surpris ce jeu-là, Curious Cargo. Seulement 2 joueurs. J'ai vu qu'il y avait des variantes solo qui avaient été créées. Je ne les ai pas essayées encore. Curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner aussi éventuellement. Donc, pour Curious Cargo. J'ai également essayé le gros jeu Alerto. Jeu de 50 à 140 minutes. 1 à 4 joueurs. J'ai joué une partie à 3 joueurs. 3.3 de complexité. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même de la réflexion dans ce jeu-là malgré tout. C'est pas hyper complexe. C'est pas un des jeux les plus complexes de Rosenberg. Édition Lookout Game. Je me souviens plus en français. Est-ce qu'il est disponible en français? Je pense probablement Funforge, la version française. Ouais, exactement. Et ce que je voulais dire de plus, quelques images. Ouais, ici. Donc, le principe est relativement simple. On va tenter d'augmenter nos différents bâtiments qu'on voit en haut sur le plateau en payant un certain nombre de ressources pour pouvoir déplacer vers la droite. Il faut tasser des roches aussi qui sont en chemin. Et plus on va tasser vers la droite, ben, ça va libérer une petite fenêtre qu'on voit à gauche, proche du chiffre 2, qui nous donne plus de cubes d'action à chaque tour et éventuellement va nous donner des points de victoire. Il y a des points de victoire aussi à aller débloquer lorsqu'on passe les plus 3 qu'on voit sur le plateau. Et ça nous amène éventuellement à faire des gros points avec ça. Il y a des cartes aussi de culture qui vont, celles-là, vont nous dire un peu combien va coûter les échanges. Donc, plus ça va dans la partie, plus ça coûte cher en termes de ressources pour augmenter nos bâtiments. Donc, on essaie de faire le plus rapidement. Puis, on a des champs qui vont nous produire des ressources. Plus ils sont hauts, plus ils vont produire une ressource de 5 lorsqu'on la récolte. 4, 3, 2 et 1, les champs vont s'épuiser aussi, vont diminuer dans la ligne. Lorsqu'on les utilise, on peut les remonter avec certaines actions. On va avoir justement un plateau avec beaucoup d'actions. Là, on en voit 4. Je ne sais pas si on est capable de voir le plateau complet. Il y a vraiment une multitude d'actions dans le jeu. Est-ce qu'on est capable de voir ça? Le plateau principal, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'actions. Il y a c'est 4 cadrans de 5 actions, donc une vingtaine d'actions possibles. Et on va payer un certain nombre de cubes, dépendant où c'est rendu. Donc, on n'est pas nécessairement bloqué, mais des fois, ça nous coûte quand même cher faire certaines actions.
Donc ça, c'est quand même bien pensé, je trouve, ce plateau principal-là. C'est pas un placement de travailleur unique, bon, il y a quelqu'un qui y va puis on est bloqué. On peut quand même y aller, mais ça va nous coûter plus cher. Donc si on a plus de cubes, ça peut être intéressant. Des fois, on va y aller en première place parce que c'est pas trop cher. Il y a certains cubes qui vont rester là aussi sur le plateau d'une ronde à l'autre. Il y a des cartes qui font en sorte qu'on enlève certains endroits quand on était à 3 joueurs. Peut-être qu'à 4 joueurs, on en enlève moins ou on enlève partout. Là. Je suis pas certain. Là. Mais c'est bien balancé dépendant du nombre de joueurs. Il y a aussi le principe des bagues qui nous permettent de faire des bijoux, qui nous permettent de faire avancer nos différents bâtiments à la fin un peu plus rapidement. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé le jeu quand même assez intéressant. Je ne pourrais pas dire que j'ai fait un gros wow. J'ai aimé quand même l'expérience. Faudrait que j'y rejoue. C'est un jeu que j'étais hésitant à acheter ou pas. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de cartes aussi. Pendant que je les vois, il y a des cartes aussi qui peuvent nous donner des bonus récurrents à chacune des manches. Il y a 6 manches au total. Des cartes qui vont donner des points de victoire aussi. Donc, puis certaines cartes sont quand même intéressantes à faire des combos. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Il y a quand même des logiques derrière tout ça. Je dirais pas que j'ai tombé à terre pour autant. Mais il faudrait probablement que je le rejoue peut-être quelques parties, mais là je suis encore hésitant à me le procurer pour me dire ok, ça vaut vraiment la peine de jouer beaucoup à ce jeu-là. Il y a un mode solo aussi, mais je pense que c'est un mode solo qu'il faut faire le plus de points de victoire. Je serais surpris que ça soit autrement avec Monsieur Rosenberg. Je sais pas, je suis capable de voir rapidement. Il n'y a pas les règles. Non, ça ne semble pas avoir les règles de jeu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils me disent ici. Bon, c'est des reviews. Un petit peu intense. Bon, c'est pas très grave. Je serais surpris, mais bon, peut-être. Si vous avez l'information, je sais qu'il y en a qui m'en avaient parlé sur la chaîne d'ailleurs, dans les commentaires, d'essayer ce jeu-là, que c'était vraiment très bon. Il y en a d'autres qui ont moins aimé. Donc, je pense que les avis sont quand même partagés, mais quand même bien cotés avec 2400 votes, 8.1, 176 sur les jeux de stratégie, quand même bien apprécié malgré tout. Donc, c'était Alerto. J'ai joué également au superbe jeu. J'ai fait plusieurs parties, déjà 4 parties de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. D'ailleurs, 3 que je vous ai présentés sur la chaîne. J'ai continué le 4e scénario, mais j'ai pas réussi. Il faut que je réessaye le 4e scénario. Je me suis fait un petit peu avoir dans mes tactiques. J'ai mal réfléchi ma façon de jouer. Donc Assassin's Creed, jeu de 1 à 4 joueurs, coopératif, 30 à 120 minutes. 2.75 basé sur la licence Assassin's Creed. On ressent vraiment le feeling d'Assassin's Creed quand on joue au jeu. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. C'est pas nécessairement le jeu le plus complexe, mais je trouve qu'il y a quand même... Tu sais, il est pas compliqué comme jeu, là. Tu sais, il faut aller à telle place, tu vas faire telle action, mais il y a beaucoup de réflexions sur les ennemis qui vont arriver, comment je me déplace, est-ce que t'es pas obligé de les assassiner tous, les ennemis, mais des fois tu peux juste te sauver, parce que sinon il y en a trop qui vont arriver, fait que tu vas être un petit peu pogné. Fait qu'il y a tout, puis c'est un petit peu aussi ce que tu vas avoir aussi dans Assassin's Creed, des fois il y a juste trop de monde, fait que tu fais juste courir puis tu te sauves. Parce que le fait d'avoir le jeu, j'ai rejoué un petit peu aussi aux jeux vidéo. Quelques heures, là, j'ai pas eu le temps de rejouer beaucoup, mais j'avais le goût de revivre ce feeling-là. Et là, l'aventure, tout avec les différentes mémoires, vraiment comme dans le jeu vidéo, c'est vraiment cool. Faut que je le sorte un petit peu plus souvent dans les prochaines semaines. J'ai pas eu beaucoup. Quand j'ai eu un petit peu plus de temps, c'est le jeu que j'ai sorti. Et donc, c'est ce qu'il faut que je ressorte. Très souvent, je veux vraiment faire la campagne au complet. Jeu de Thibaut Latoine, Fabrice Lémédé et Emmanuel Rosoy, Triton Noir qui est l'éditeur de ce jeu-là. Je pense qu'il va être assez bien reçu par les backers. Après ça, je pense pas
qui va être disponible en boutique éventuellement, ce jeu-là. Je pense que ça leur a coûté très cher à produire. C'est vraiment une grosse boîte, elle est plus grosse que Gloomhaven. Donc, quoique Gloomhaven a fini par venir en boutique, mais ça prend quand même un gros intérêt pour faire ce déplacement-là. J'espère que ça pourrait être intéressant éventuellement pour satisfaire le plus de monde possible. Donc, vraiment un jeu qui m'a agréablement... j'avais des grosses attentes, puis j'ai pas été déçu jusqu'à maintenant. J'ai le coup de peinturer les figurines, mais j'ai pas le temps. Parce que ça peut donner de quoi de vraiment cool. Là, on voit le jeu sans peinture. Je sais pas s'il y en a quand même qui ont fait des choses assez incroyables. J'ai vu des photos passer de ce jeu-là. De miniatures peinturées, puis ça devient... ça rend le jeu tellement fou. On voit un petit peu ici là, une espèce de vaisseau. Je sais pas c'est qui. Il y en a qui ont des talents immenses. Là. Ça fait des décors tellement superbes. Ça augmente tellement l'expérience du jeu, j'ai l'impression. Que le jeu joue avec des petites figurines grises, les coffres, etc. Donc, le graphique est super beau des tuiles. Le graphisme des tuiles est super beau, mais wow, on peut vraiment avoir un jeu encore plus pimpé si on a le temps de peinturer ça, mais j'aimerais ça un jour peut-être m'y mettre pour avoir un jeu vraiment beau. Et super agréable, c'est vraiment un jeu qu'on a le goût de rejouer. Si vous avez aimé les vidéos, mais bon, c'est pas disponible. Il y a V-Sabotage, V-Commando, ça a changé de nom, là, c'est les mêmes mécaniques, c'est juste thématique Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment intéressant aussi. Lui, il y avait une campagne aussi Kickstarter pour avoir des miniatures qu'il n'y avait pas au départ. Donc, si vous aimez avec les miniatures, c'est possible aussi. Puis, c'est un autre excellent jeu, des mécaniques similaires. Il y a pas l'aspect campagne, mais c'est des scénarios qui sont le fun aussi à faire. Donc, c'est tout pour Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ensuite de ça, j'ai fait une partie solo de Coimbra. Donc, Coimbra, jeu de 2 à 4 joueurs, donc une variante solo non officielle de 60 à 90 minutes par partie. Complexité de 3.29, c'est un jeu euro de cartes avec placement de dés. Sélection de dés aussi de Flaminia Brassini et Virginio Gigli. Eggerspiel, je pense que c'est l'édition G, l'édition multilingue. Jeu, comme je disais, euro on va principalement monter sur des pistes avec les différents personnages qu'on va aller chercher. Les différentes cartes vont nous faire monter sur différentes pistes de la foi, la culture, l'économie, l'autre je sais plus, la piste grise pour aller chercher des points de victoire. On va se promener sur le territoire, je pense que c'est du pèlerinage, on va se promener sur le territoire, c'est au Portugal, Coimbra, et on va se promener pour visiter différents lieux qui vont nous donner soit de l'influence dans les différentes pistes, des bonus. Il y a des voyages qu'on peut faire aussi qui, eux, vont nous donner des points de victoire à la fin selon certaines conditions. Mais la grosse mécanique du jeu, c'est vraiment d'aller chercher les dés. La valeur du dé va nous indiquer le coût de la carte qu'on va vouloir acheter, selon si c'est en argent ou en défense, et va aussi nous donner la priorité d'acheter. Plus on a une haute valeur, plus on va être en priorité pour acheter dans les différentes lignes. Et la couleur du dé va nous donner les revenus des pistes qu'on a augmentées. Donc, il y a une sélection à faire pour dire, OK, j'aimerais ça faire le revenu de telle piste, mais je veux en même temps un chiffre de telle valeur pour être sûr d'aller chercher cette carte-là. Donc, vraiment une grosse réflexion dans cette phase-là. Il y a juste 4 tours de jeu. Donc, c'est vraiment là, surtout que le temps de jeu se passe. Après ça, les autres rondes, ça se fait relativement rapidement, les autres parties d'une ronde de jeu. Il y a des cartes aussi avec des bonus, des points de victoire de fin de partie. Il y en a d'autres avec des points éclairs, immédiats. Il y a toutes sortes de petits combos qu'on peut faire dans le jeu. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas été
très connu. Je pense que c'est dans la même veine Alma Mater que j'ai pas joué, mais je me souviens pas si c'est les mêmes auteurs. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes auteurs. Puis Alma Mater aussi, je pense qu'il est tombé, je l'ai pas essayé encore, il est tombé un petit peu à plat. Je l'ai vu souvent en spécial aussi, mais que j'aimerais quand même essayer éventuellement. En tout cas, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, Coimbra. Je vous le recommande. Si vous aimez ce style-là, peut-être aller voir la partie que j'ai fait, vous donner une idée un petit peu plus des mécaniques derrière ce jeu-là. Variante non officielle correcte, c'est pas la meilleure que j'ai vue, mais quand même le fun à jouer malgré tout. Finalement, dans les jeux que j'ai joué, j'étais allé au Delirium ludique, j'étais allé plus faire du social, rencontrer des gens. Je vais vous parler de quelques prototypes que j'ai essayé tout à l'heure. Mais j'ai joué à un jeu, je suis comme arrivé au Delirium, puis je me suis promené un petit peu, puis il y avait le principe de petit ballon qui dit on cherche des joueurs où on a besoin d'explications, puis il y a des gens qui étaient en train, je me souviens bien de vos noms, André, Mathieu et Charles-Éric, qui ont le plaisir de m'accueillir. Je pense qu'ils étaient, j'espère que je vous ai pas trop dérangé, en tout cas si vous écoutez. J'espère que vous avez pas, je pense que vous étiez sur le point de commencer, mais vous avez quand même accepté de m'accueillir. Je pense que vous avez oublié d'aller rapporter le petit ballon pour jouer à 4 joueurs à Distant Plane, qui est un jeu relativement complexe, un coin game. Ça fait longtemps que j'avais le goût d'essayer un coin game à plusieurs joueurs. J'ai Cuba Libre dans ma collection que j'ai testé, mais que j'ai pas eu le temps de sortir à plusieurs joueurs. C'est des jeux relativement longs, 300 minutes. C'est pas faux. On n'a pas fait la partie au complet. Là. On a joué peut-être un total de peut-être 4 heures là, avec un petit peu plus que ça, mais on a des interruptions. Fait que, en temps de jeu, peut-être 4 heures. On était peut-être au moitié, 2 tiers de la partie. Donc, on n'était pas des joueurs expérimentés je pense qu'il y avait Mathieu puis André qui avaient joué chacun une partie, mais voilà un petit peu plus longtemps, voilà peut-être un an et plus. Et c'est un jeu que les aides mémoire sont super bien faits. Chaque faction va avoir, on a soit le gouvernement, les talibans, les warlords, les dieux de guerre et les mafieux un peu, là, qui veulent plus de l'argent que d'autres choses que le bien du pays. Et la coalition et tout ce monde-là vont tenter de prendre le contrôle de l'Afghanistan. Donc c'est le principe du jeu en général. Et chaque faction va avoir des actions différentes, des façons de prendre ce contrôle-là, cette majorité-là différente. Et c'est comme ça que ça va se passer d'une ronde à l'autre. Il y a une carte toujours d'événements, soit qu'on peut activer. À chaque ronde de jeu, c'est pas tous les joueurs qui vont jouer. Il y a toujours 2 factions qui vont jouer. Les autres vont attendre le tour suivant, mais il y a un principe que quand on a joué, on est inactif pour le round suivant. Donc, il y a toujours une espèce d'échange comme ça. Des fois, on peut passer notre tour pour attendre un tour suivant parce qu'il y a toujours un ordre de jeu qui est différent d'une ronde à l'autre indiqué sur les cartes. Donc, des fois, on veut jouer en premier pour avoir des actions plus fortes. Parce que quand on est deuxième, des fois, ça nous permet pas de faire les actions complètes. Je vais vous montrer un petit peu, là, je parle, mais je vous présente pas vraiment la map. Donc, on voit un petit peu le territoire de l'Afghanistan. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va s'étendre sur le territoire. Les cubes bleus, c'est le gouvernement, la coalition en jaune, les noirs, c'est les talibans, et les verts, c'est les warlords, qui eux vont plus tenter de... les autres ne veulent pas vraiment le contrôle, ils veulent juste avoir bien des ressources. Et donc, c'est leur but dans ce jeu-là. Et ils veulent avoir que les territoires soient pas contrôlés par ni un des 2 camps, soit par les coins, qui est le gouvernement et la coalition, et il veut pas que ça soit contrôlé par les talibans non plus. Donc, il veut que ça soit un petit peu neutre. Donc, c'est son but dans le jeu. Donc, il y a vraiment une belle interaction entre les différentes factions. On peut faire des alliances aussi à certains moments pour tenter de mettre en place une stratégie. Donc,
une grosse profondeur dans ce jeu-là. C'est sûr qu'en étant pas trop expérimenté au départ, ben, c'est difficile d'avoir certaines stratégies, mais c'est un style de jeu que j'aimerais ça rejouer à plusieurs reprises. D'autres de la série aussi, Cuba Libre, il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient quand même malgré tout. Donc, vraiment, je suis très content que vous m'ayez accueilli pour essayer ce jeu-là, même si ça a été long, puis c'était correct d'arrêter aussi. Je pense qu'on voulait tous essayer d'autres choses. On voulait pas passer la journée sur ce jeu-là. C'est pas toujours évident de jouer dans une convention non plus. Des fois, c'est quand même bruyant, puis on est interrompu ici et là. Donc, très content d'avoir essayé Distant Plane, jeu de GMT Game, auteur Volko, Runkey, Brian Train. Donc, très content. Donc là, je voulais parler aussi, pour revenir un peu sur mon délirium ludique, je suis allé voir nos amis de chez Locomuse qui vont nous présenter bientôt. Je suis allé voir Simon et Pierre Poisson-Marquis qui étaient présents sur place pour faire essayer des papiers. Donc, des papiers, c'est un recueil de roll and write, tous des nouveaux jeux de différents auteurs, d'autres un peu plus connus, d'autres un petit peu moins connus, et différents auteurs qui, je pense qu'ils sont tous québécois, si je me trompe pas. Donc, un recueil je pense que c'est prévu avoir 11 différents roll and write de plus complexe à plus simple. J'ai essayé Arthurus, je pense que c'est ça, Arthurus Rex, je suis plus certain du nom, qui est une espèce de très futé, mais version que tout le monde joue en même temps. On lance tout un dé, on a notre propre dé qui nous est demandé d'aller, c'est la feuille qu'on voit là avec l'espèce de gros truc jaune, le Saint Graal jaune. c'est ce jeu-là. Donc, on est souvent pris au départ pour aller toujours mettre notre propre dé dans une case qui est Merlin. Et après ça, on peut utiliser les dés que tous les adversaires ont lancés pour aller dans les différents cases de jeu, mais on peut pas vraiment s'éparpiller. C'est un peu comme très futé, faut se concentrer à certains endroits. Et il y a des bonus qu'on peut débloquer. C'est peut-être pas un jeu qui a autant de bonus que dans les très futés, mais il y a quand même plusieurs options à faire. Il y a aussi une piste qu'il faut aller se rendre à un certain endroit jusqu'à la fin avant un certain nombre de tours pour avoir les bonus des 3 dernières rondes. Donc, il y a plusieurs choses super intéressantes. C'était assez rapide, roll and write vraiment dynamique, réflexion, que je pense qu'il y a un petit côté addictif qui va revenir certainement. J'ai le goût d'y rejouer, j'ai hâte de voir sa version finale. Je pense qu'il était tout proche quand même. Côté graphique, je pense qu'il reste encore du temps à mettre dessus, ce que j'ai compris, mais côté mécanique, tout ça, je pense qu'il est quand même assez très bien avancé, même pas mal final à ce que j'ai compris pour celui-là. Et j'ai essayé aussi 18 RW, qui est un roll and write, mais 18XX. On va acheter des compagnies de train, on a une propre compagnie de train, on va acheter des actions dans les autres compagnies, on va tenter de les faire construire des chemins de fer, des stations pour faire rouler nos trains qui vont produire de l'argent et augmenter la valeur des actions des compagnies. Donc, on achète des compagnies, on essaie de miser sur certaines, on essaie de faire en sorte que notre compagnie est bien aussi parce que souvent on a un petit peu plus d'actions de cette compagnie-là au départ, quoi qu'on pourrait aller totalement à l'inverse puis aller dans les autres compagnies. Il y a une compagnie aussi qui est neutre, la nationale, qui elle aussi peut être très intéressante. Dans la partie qu'on a jouée, elle a monté vraiment beaucoup c'est elle qui a monté le plus en action. Il est encore en développement, il y a un principe de dés qu'on va lancer sur la carte et dépendant où il tombe, ben ça indique les actions qu'on va pouvoir faire. Et le premier joueur va enlever certains dés jusqu'à aller chercher 10 points d'action. Et après ça, les autres joueurs vont jouer avec les dés qui restent. Et on passe comme ça d'un premier joueur à l'autre. Donc, je trouvais la mécanique intéressante. J'étais pas encore certain de la façon de lancer de dés, comment ça marchait. Est-ce que ça se prêtait bien? Je pense qu'il faisait encore des tests pour essayer de trouver comment ça peut être le mieux possible. J'ai pas de tester ça. Je sais pas si c'était la meilleure façon, mais c'était quand même agréable malgré tout.
Mais le concept du jeu en général, très cool d'avoir un Eat in XX en 1 heure, roll and write. Donc, acheter des actions de compagnie de train, construire des chemins de fer, puis acheter des trains. Très cool. J'aime ça, les trains. Donc, très content de l'avoir essayé. Merci à Pierre et Simon de m'avoir fait essayer ça. J'ai joué aussi, c'était Sophie de Mixed Deal qui était avec nous merci Sophie aussi d'avoir joué. Je sais pas si c'était le jeu qui t'intéressait le plus, mais merci d'avoir joué pour avoir fait une partie à 4. Ensuite de ça, je suis allé voir notre ami Dominique Landry qui nous avait fait Nouvelle-France. Et là, il nous arrive, il est encore en développement de City Tour Paris. Donc, il est en train de développer les mécaniques de ce jeu-là. J'ai pas essayé le jeu, malheureusement. J'ai pas eu le temps. Je pense qu'il partait un peu tôt. Puis quand il y avait une place, ben là, j'étais avec Jean-François de Goblivion Game. Fait que là, finalement, j'ai pas eu le temps d'essayer, mais il me l'a expliqué. Le concept du jeu, je le trouve très intéressant, très simple. On va avoir nos petits autobus et on va tenter de faire visiter le plus d'endroits possible à nos passagers. Et on va avoir aussi des objectifs secrets de secteurs à visiter plus que les autres qui vont nous donner des points. Il y a un principe aussi d'avancement avec des roues de différentes distances qu'on peut se déplacer, qu'on utilise et qu'on n'aura pas accès tant qu'on va pas dans une station de station-service pour récupérer nos déplacements. On peut soit faire des actions d'aller visiter les lieux ou d'aller dans les différents commerces sur la roue intérieure. La roue extérieure, c'est les lieux qu'on visite. Il y a un principe aussi le premier qui va à un endroit a moins de points et les autres joueurs vont avoir plus de points lorsqu'ils vont y aller après, mais je pense qu'ils travaillent encore cet aspect-là. C'est souvent dans les jeux, c'est quand on va en premier à une place que là, c'est le plus payant, mais là, il essaie quelque chose de différent, mais je pense que c'est encore en travail, tout ça. Il essaie des choses, c'est toujours bon quand on développe un jeu, de vraiment le faire essayer, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne. Mais je pense qu'il y a un très bon filon de départ avec ce jeu-là. Plateau qui tourne, plateau circulaire. Donc, j'ai hâte de voir l'avancement de ce jeu-là qui est en développement de la part de Dominique Landry. Je suis allé voir notre ami Jean-François de Goblivion Game qui présentait son nouveau prototype qui est encore en développement aussi, il fait des playtests qui n'est pas prévu pour tout de suite. Là, il essaye plein de choses, une espèce de double deck building qui nous a présenté. J'ai joué avec JP Doyon de l'école du jeu. Sur la photo, j'ai l'air vraiment pas content, mais non, j'étais très content de l'expérience. Je sais pas pourquoi j'ai les bras croisés. Donc, j'ai... le jeu n'a pas encore de nom pour l'instant. Et c'est un jeu il y a une partie de deck building où on va avoir des personnages qui vont nous générer des ressources, des actions aussi pour aller faire des combats, des pépites d'or et il y a des matériaux qu'on va aller récupérer. On va pouvoir acheter de nouvelles cartes avec ces ressources-là et l'or, on va avec 8 pépites d'or, on peut transformer en un lingot et le but c'est d'atteindre 10 lingots avant l'autre joueur. Il y a des combats qu'on peut aller faire aussi sur le territoire. Il y a un autre petit deck building avec les combats, donc c'est des cartes de combat qu'on va acheter. Et le principe est qu'on remélange toujours notre paquet. Il n'y a pas de défausse qu'on attend d'avoir vidé notre pioche avant de remélanger le tout. C'est vraiment les cartes qu'on achète, on les rebrasse pour la manche suivante. Donc j'ai trouvé ça quand même intéressant. Des fois, ça peut peut-être porter à la chance. Les 2 premiers tours de jeu, j'ai pigé 2 fois la même main de carte avec les cartes de base. Donc, puis je pense que JP de son côté a pigé ses cartes qu'il venait d'acheter. Fait que là, ça lui a donné un petit boost de départ. Fait que
Jeff, si t'écoutes ça, c'est l'aspect que on n'a peut-être pas mentionné quand on a fait un petit retour après la partie, donc j'ai eu l'impression de cet aspect-là, mais peut-être c'était juste un add-on aussi, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait les bons aspects. Et il y a un aspect aussi dans le jeu on va toujours brûler une carte à chaque début de ronde pour nous donner des pouvoirs de production au début de chacune des rondes, soit de la production d'or ou de matériaux. Très cool aussi, jeu en développement, j'ai aimé où il en est jusqu'à maintenant et vers où ça va aller, plus il va le faire playtester, donc il essaye plein de choses ces temps-ci pour développer le jeu le plus possible. Donc merci GF de nous avoir permis de jouer à ton nouveau prototype. Alors, donc ça a été un actu ludique assez chargé. Merci à tous ceux, à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter. Aussi en audio, merci d'être là toujours encore présent, même si je publie pas nécessairement beaucoup de choses en podcast dans la dernière année. C'est dans les actus ludiques que je fais peut-être au 1-2 mois. Je vais essayer d'être plus assidu un peu, mais ça dépend comment de temps j'ai pour jouer aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié beaucoup de contenu dans cette vidéo-là et on va se revoir aussi très bientôt. Avant de terminer, ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aussi, allez faire un petit pouce sur notre page Facebook et aussi, bien sûr, la page Facebook de la boutique La Pioche, qui est mon projet qui est en cours. Ça avance bien. Je vais vous faire des annonces prochainement via la page Facebook de La Pioche pour une date d'ouverture plus officielle. Je n'ai pas encore déterminé, mais prochainement, vous allez voir ça passer. Donc, encore une fois, merci et on se revoit très bientôt. Bye bye.